Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Christophe Guérin. Bonjour. Bonjour David Jaco. Merci d'être là avec nous, directeur général de Nexans. Premier passage dans l'émission. Oui. Premier d'une longue série. Pardon, il faut qu'on parle au grand public. Nexans, câblier, fabricant de câbles. Cocorico, numéro 2 mondial. Donc on a un Français qui est champion. 6,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 27 000 salariés. Encore une fois, numéro 2 mondial. Pour le commun des mortels, on va voir des images. Comment est-ce qu'on explique fabriquer des câbles qui servent à quoi et pourquoi et comment? Le câble, c'est une aventure fantastique. Déjà, ce qui est intéressant de savoir à travers le câble, c'est qu'on couvre 38 secteurs d'activité. En fait, le câble est un élément invisible, mais qui est essentiel à la distribution de l'énergie et à la distribution des données. Très simple, nous sommes dans un studio, il y a beaucoup d'éclairage, il n'y aurait pas d'électricité sans câble, il n'y a pas d'Internet sans câble. Donc en fait, on couvre l'apport de câbles dans le secteur du bâtiment, dans le secteur du télécom, par exemple la pose de fibres optiques à travers les territoires. Dans le domaine du transport, il y a un élément super intéressant qui est à regarder, je vais vous en parler un petit peu pour vous donner une image, mais également nous couvrons toute la partie haute tension, transition énergétique, les énergies renouvelables, le médical, l'aérospace. Et justement, dans le domaine du transport, ce que vous pouvez retenir, pour vous rappeler quelque chose sur le câble, vous avez 1 km de câble par passager. Donc dans une voiture, vous avez 4 km de câble, que ce soit de l'énergie ou de la donnée. Dans un Airbus A320, vous avez 120 passagers, donc vous avez 120 km. Dans un Airbus A350, vous avez 350 km de câble sous plancher. Ouais. Et David, pour un bateau de croisière, 7000 km, 7000 passagers. Voilà. Et tout ça, ce sont des câbles essentiellement, donc, ce sont les vôtres. On va voir encore une fois la manufacture, la fabrication. Il y a trois grands fabricants dans le monde et 3 Européens, donc on est quand même très très fiers. Là, ce que vous voyez à l'écran sont des grands câbles haute tension, des câbles sous-marins que nous produisons, que nous installons sous les mers. Pour relier Internet, c'est ça, c'est pour le... Non, là, ce n'est pas du télécom, là, c'est de l'énergie, c'est la transition énergétique. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est justement le projet NordLink que nous venons de terminer. Alors, quel est le projet? L'objectif, c'est de relier la Norvège avec l'Allemagne, exactement. L'Allemagne a des excédents d'énergie suite à la génération d'énergie de ses parcs éoliens et de ses fermes solaires. Elles font transiter ces excédents d'énergie à travers nos câbles en Norvège, qui a cette possibilité, avec ses capacités hydroélectriques, de stocker l'énergie. Ouais. Et quand l'Allemagne aura besoin d'un support d'énergie, pourra renvoyer dans l'autre sens. Ça a été un des plus gros, peut-être le plus gros contrat, je crois, pour Nexans. Oui. Qui aujourd'hui, qui arrive pour le coup, qui arrive en service, là, là on y est. Hein. Oui, c'est un câble d'1,4 gigawatt de 500 km installé sur 300 mètres de profondeur. Donc nous avons notre propre bateau, parce qu'il faut savoir que ce câble-là, ce n'est pas du tout de la fibre optique, pèse en moyenne, ce que nous devons installer, 9000 tonnes. 9000 tonnes, c'est le poids de la Tour Eiffel. Ouais. Donc nous avons un bateau qui est propre à Nexans. Il n'y a que 3 bateaux en service dans le monde pour poser ce type de câble. Sachant que ces câbles-là vont, j'ai lu en préparant l'émission, on peut mettre des câbles jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Oui, c'est ça. On commence à aller dans des zones de profondeur très 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 élevées, parce qu'avant, le premier câble d'énergie a été posé en 1950 en Norvège pour relier les fjords. Donc il y a eu beaucoup de câbles de transition, enfin d'interconnexion entre les territoires et les îles pendant des années. Mais maintenant, on connecte les pays entre eux. Vous avez un câble qui va faire l'Angleterre avec le Danemark, vous allez avoir des câbles qui vont aller continuer d'Allemagne, qui vont partir dans d'autres pays. Il y a beaucoup de câbles de transition énergétique qui sont en train de se mettre en Asie. Donc gros potentiel. Donc gros potentiel, marché hyper porteur. Et là, quand on se penche, encore une fois, on se dit, mais comment expliquer, et c'est moins drôle pour le coup, mais comment on explique que Nexans ait eu autant de mal ces dernières années sur un marché qui est tant porteur, que vous ayez perdu de l'argent, raté vos objectifs, alors que le business est là, le marché est porteur. Comprenez, pour le commun des mortels, ils disent, mais comment c'est possible? Oui, le marché est porteur. Je vais revenir un peu sur la problématique pure de Nexans, mais c'est vrai que quand on projette un petit peu le monde, vous avez eu l'entretien de Jean-Pascal Tricoire la semaine dernière sur l'énergie. C'était une rediffusion, mais il est venu nous voir, le président de Schneider Electric. De Schneider Electric. En fait, le monde est en train de devenir électrique. Donc nous, on a fait une analyse des méga-tendances du monde d'ici 2030. Qu'est-ce que les analyses nous disent? C'est que, grosso modo, la population va croître de 20%. La demande en électricité, en électrique, va croître de 40%. Donc c'est vrai qu'en demande volumique, la demande sera très présente. Oui. Donc super. Donc on doit se réjouir, et en même temps, il y a eu des profit warnings en série, des objectifs qui n'ont pas été atteints. Comment explique ce hiatus entre les deux? Essentiellement un déficit plus d'exécution, plus que stratégique, parce qu'on est plutôt bien armé d'un point de vue stratégique,
Mais globalement, le monde est en pleine mutation. Nexans devait revoir un petit peu sa copie sur comment s'organiser. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place un nouveau plan, ce qu'on appelle le New Nexans, qui a l'ambition... 2021. Voilà, 2021. Mais au-delà de ça, c'est une ambition affirmée pour que Nexans fasse partie des fleurons mondiaux de l'industrie française. La France a besoin d'industrie, la France a besoin de champions mondiaux. Il faut juste que Nexans arrive à se réinventer. Nous avons à peu près 50% du chiffre d'affaires qui a des ratios sur capitaux employés, la génération de free cash flow qui sont très très positifs. Ouais. Nous avions 50% de nos activités qui étaient en grande difficulté. Ouais. Et c'est ça qui vous a plombé. Et vous en êtes où justement? Parce qu'en gros, vous auriez pu vous dire, ben, je cède ce qui n'est pas profitable. Et non, vous dites, je me bats, je vais les transformer et je vais réussir. Oui, parce que... Et je me donne jusqu'à 2021, en gros. Oui, exactement. Je résume un peu, pardon. Mais non, vous avez raison, mais c'est exactement ce que nous disent les investisseurs. Si vous avez des plateformes un peu brûlantes qui perdent de l'argent, mais vendez-les. Je vous juste réponds par bon sens. Qui veut racheter des sociétés qui perdent énormément d'argent? Donc je les vendrai pour rien. Qu'est-ce qu'on s'est aperçu? On s'est aperçu d'une chose, c'est que quand vous regardez par exemple nos activités dans le cadre de production de câbles pour le secteur de la construction, c'est des câbles assez simples. Ouais. On a vu qu'un tiers de nos activités dans ce secteur-là étaient extrêmement profitables. Ouais. Et un autre tiers qui était extrêmement dilutif pour le groupe. On s'est posé plusieurs questions. Liées au pays ou liées au c'est exactement la question qu'on s'est posée. C'est est-ce que c'est une question d'intensité concurrentielle liée au pays, ouais, de part de marché, de positionnement? Non, la réponse sur tous les facteurs exogènes, c'est non. Donc on a commencé à poser des questions aux managers locaux sur les activités qui se portent bien, sur leur politique de prix, leur gestion des coûts, la gestion de la complexité. Et là bien sûr, il y avait plein de drapeaux verts. Et quand on a posé la question aux activités qui allaient mal sur comment ils pilotaient leur activité, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre la question. Bon, mais qu'on comprenne, encore une fois, il y a ce qui fonctionne bien et tant mieux, c'est la moitié du business de Nexans. Ce qui fonctionne moins bien, encore une fois, et que vous êtes en train de changer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'étais patron de l'activité Europe chez Nexans. Ouais, vous avez 20 ans de maison et ça fait 1 an que vous êtes aux commandes. Voilà, je suis CEO depuis le 4 juillet, mais j'étais patron de 50% du chiffre d'affaires. Qu'est-ce que j'ai mis en place? Patron Europe de toutes les activités européennes. Qui marchait bien? Qui a été redressé surtout. Ouais. C'est-à-dire qu'en 2014, ces activités tournaient avec des retours sur capitaux employés de 2%. Et en moins de 2 ans, avec mon équipe, on a réussi à les repositionner au-delà de 11%, avec zéro croissance et sans travailler les frais fixes. Alors, on a une méthode qui est propre à Nexans, qu'on a développée essentiellement en Europe, qui est basée sur des méthodes de private equity, de redressement d'entreprise. Ouais. On a formé des forces spéciales, si je peux les appeler ainsi, donc des jeunes potentiels qu'on a formés à la méthode de redressement d'activité. Et aujourd'hui, on a 60 personnes en transformation qui sont à travers le monde en support des équipes locales pour repenser les portefeuilles d'activités, produits clients, et déterminer le bon cholestérol de chaque activité. Ouais, avec l'idée, encore une fois, qu'il faut... Tout a commencé, le plan stratégique, il a été lancé en 2018, j'imagine. Et en 2021, on est un peu au milieu du game, on est un peu quasiment au milieu. Ça se passe comme vous le souhaitez? C'est plus compliqué que ce que vous imaginiez? Ou non, on est parfaitement en ligne. On est parfaitement en ligne. On l'a annoncé en fin 2019. 2018. Oui, pardon. Fin 2018 pour une première échéance en 2019 qui est parfaitement au rendez-vous, avec un objectif de générer 500 millions d'euros d'EBITDA, mais surtout de générer du free cash flow positif. On est en ligne. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une très forte dynamique en Amérique du Sud, très forte dynamique en Asie. On est en train de réallouer l'ensemble de nos ressources pour générer beaucoup plus de services, de solutions, de systèmes auprès de nos clients. Donc, il y a Parce qu'il y a le marché du câble qui est évalué, je parle sous votre contrôle, à 220 milliards d'euros, c'est ça. Oui. Et il y a aussi après tous les services périphériques, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, où là, il y a une carte à jouer énorme. Oui, énorme, parce qu'en fait, tous nos clients sont en train de monter dans la chaîne de valeur. C'est quoi ces services, pardon, qu'on parle encore une fois pour le commun des mortels? Le câble, on comprend effectivement. Ce que vous voyez là, en fait, à travers l'écran, le projet Nordlink, on ne fait pas que la production de câbles. On l'installe et on fait une mise en opération. Pour l'ensemble des autres activités... Sur toute la chaîne de valeur, en fait. Sur toute la chaîne de valeur, c'est la seule activité qui fait ça. Sur les autres activités, on ne fait que de la production de câbles. Ouais. Donc aujourd'hui, ce que nous demandent les clients, c'est de la pause, c'est de la coupe à longueur, c'est d'être beaucoup plus précis dans l'apport de services et surtout de mettre de l'intelligence dans nos câbles, parce qu'on distribue à la fois des données et de l'énergie. Donc de mettre des éléments digitaux de l'Internet des objets dans les câbles les rendrait beaucoup plus intelligents. Je reviens à Christophe Guérin sur ces 500 millions d'euros d'EBITDA prévus pour 2021. Mais en fait, c'est vous-même qui avez déclaré, je n'avais pas cette info, mais c'est le niveau en fait de 2008.
Nexans en 2008 crachait, 500 millions d'euros d'EBITDA. Il y a des efforts colossaux qui sont consentis en termes de recherche, en termes même de réduction de coûts, il y a eu un plan social. Et vous allez, j'espère, évidemment y arriver, mais on se dit que finalement, en 2021, vous serez revenu au niveau de 2008, alors que dans le même temps, la concurrence, notamment chinoise, est devenue féroce, elle s'est renforcée. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, je ne dis pas que c'est du temps perdu et temps gâché, mais je ne sais pas jusque-là, mais on viendra en 2021 au niveau de 2008 de ce que crachait Nexans en EBITDA. Oui, avec 200 millions d'euros de free cash flow, ce que ne crachait pas Nexans à l'époque. Bah voilà. Mais vous avez raison. En fait, Nexans a eu une très très belle période post-IPO quand on a quitté Alcatel, parce que Nexans c'est ex-Alcatel Câble. On aurait dû le dire dès le départ. Voilà, mais on le dit maintenant. Donc de 2001 à 2008, le cours de bourse a été rentré à 28, on sortait à 130 euros. C'était une très très belle histoire. On était même en position de leader, il faut le rappeler. Et c'est vrai qu'on a eu une crise d'adolescence entre 2009 et entre 2018, où nos résultats ont fait un peu une montagne russe, 2 années bonnes, 1 année mauvaise, etc. Donc il y a bien un problème endémique d'exécution à résoudre chez Nexans. Ce n'est pas uniquement un problème de stratégie, c'est un problème d'exécution, et puis un travail sur les services et la manière dont on pilote nos activités. Est-ce qu'on peut dire que les comptes commencent aujourd'hui à se redresser? Certains ont dit que les comptes semestriels sont encourageants, mais leur redressement reste à confirmer. Oui, mais bon, c'est aussi la première fois qu'on relève en milieu d'année notre objectif de fin d'année. On avait donné une fourchette entre 350 millions d'euros en atterrissage 2019 et 390 millions d'euros. On a remonté la fourchette basse pour montrer notre confiance. Donc le résultat se situe entre 360 et 390. Donc c'est un début de redressement avec des pertes prévues, encore une fois, pour 2019, 110 millions d'euros, mais sans les charges liées à la restructuration, parce qu'il y a une grosse restructuration. Vous seriez profitable? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais bon, il y a un gros travail sur la restructuration. Ce n'est pas un plan social, c'est un plan de transformation. Je vous donne un exemple. Restons en France. En France, on supprime 140 postes, mais on en crée 95. Dans le net. Donc en net, vous avez l'équivalent de 40 postes. D'ailleurs, les 40 postes qui sont nets sont 40 postes de top management qu'on a supprimés. En fait, on a réduit une couche de top management. Millefeuille par le haut. Millefeuille par le haut, parce que ce que je me suis aperçu aussi, quand restons sur l'exemple que vous avez noté sur 2008, qui était une très très belle année pour le groupe, mais il y a eu 2 échelons de management qui se sont rajoutés dans cette période de 10 ans. Donc on les resupprime. On revient à une logique de bon sens avec un comité exécutif qui est très proche du terrain. Donc ça, ce sont les 40 postes nets. Les autres sont des transformations, des changements de postes pour remettre une couche sur la partie service système où nos clients nous demandent de plus en plus de support. Bon, encore une fois, on sent un début de redressement. Malgré tout, vous comprenez que les déboires passés, parce que les gens ont de la mémoire, surtout ceux qui ont été actionnaires, ça pousse certains à la prudence, l'extrême prudence, même si on est à plus 20 depuis le début de l'année et moins 40 sur 3 ans. Vous comprenez ça? Oui, mais je comprends la prudence, mais je vis très très bien avec ça. L'avantage que nous avons donné dans notre plan, c'est déjà, on repositionne Nexans sur le devant de la scène. On a signé plus de 500 millions d'euros de contrats. Laissez-moi une petite minute pour parler de transition énergétique quand vous le souhaitez, mais il y a un gros effet là-dessus. Deuxièmement, nous avons déjà annoncé nos objectifs de 2021 et également, parce que par calcul, tout ce qu'on fait en termes de transformation, de travail sur nos coûts est déjà écrit dans nos documents, on l'a déjà présenté aux analystes et aux investisseurs, donc tout le monde est capable de calculer quel sera notre objectif de 2020 et quel est donc l'impact de 2021. On s'est engagé à générer ça. Nexans n'a plus le droit à l'erreur. La prudence, c'est ça, c'est que Nexans n'a plus le droit à l'erreur. Mais le plus important, c'est de créer un nouveau Nexans, parce que si c'est juste une opération de restructuration, de gestion et d'exécution, et finir à 2021, l'objectif et 2022 s'écrouler, on n'aura pas réglé le problème. Et encore une fois, on se dit quoi sur le cours de bourse? Je sais que c'est compliqué de faire un commentaire dessus, mais plus 20% depuis le début de l'année, moins 40 sur 3 ans. Peut-être justement le plus dur est passé pour ceux qui ont encore envie d'y croire. Parce qu'il y a peut-être un nouveau Nexans qui est en train de renaître. Le nouveau Nexans, le plan nouveau... Et que l'opération survie est derrière. Oui, écoutez, moi, il y a quelques signes qui sont très intéressants pour moi. À travers l'ambition stratégique de Nexans qu'on a dévoilée, vraiment de se lever dans les méga tendances du monde que j'ai évoquées. Toujours en 2008, 30% du capital de Nexans était dans les mains de fonds américains. Depuis 2012, tous les fonds américains sont partis. Et là, on a beaucoup d'appels aux États-Unis. J'en suis à je vais démarrer mon 2e roadshow aux États-Unis. Il y a beaucoup de demandes. Ça, c'est un signal qui ne trompe pas beaucoup. Je pense que c'est un signe fort, parce que je parle de fonds
de valeur qui rentre dans l'entreprise, pas pour faire un coup, mais plutôt sur des périodes de long terme, 5 à 8 ans. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Oui. Bon, voilà. Et puis encore une fois, je suis retombé sur les chiffres, parce que j'ai regardé sur... Il faut avoir une vision un peu longue des choses. Et c'est vrai que vous n'étiez pas au commande à l'époque, mais au plus haut, ça pesait plus de 3 milliards d'euros de capi. Aujourd'hui, on est un peu au-delà d'1 milliard. C'est quand même... il y a eu une destruction de valeur terrible. Oui, mais ça vous donne également le potentiel. Vous regardez une société qui est dans le domaine de l'énergie comme Legrand, qui fait le même chiffre d'affaires que Nexans, qui a une capi de 6 milliards. Donc, Et les concurrents chinois, vous en pensez quoi pour le Alors les concurrents chinois, vous avez 2 grandes sociétés chinoises, mais qui ont été portées par le secteur des télécoms. Hentong, ZTT sont 2 grands acteurs, mais qui sont à 80%. Mais qui ont explosé en termes de chiffre d'affaires sur 10 ans, c'est phénoménal, quoi. Oui, mais il faut regarder pourquoi. Ben oui. La fibre optique en Chine, aujourd'hui, 92% des villes chinoises sont entièrement fibrées. Non. Donc c'est fini. Nous à côté. Ben oui, mais nous à côté, mais en attendant, la Chine est en difficulté, puisqu'il n'y a plus ce moteur d'activité de demande. On est à combien, nous, en France? Nous, on tourne aux alentours de 20% avec un objectif, mais ça bouge très bien en France. Et puis c'est bon, tant mieux qu'on soit à 20%, ça veut dire que le potentiel, pour vous, est énorme. Oui, mais je vais vous parler d'autres Eldorado. Vous avez également l'Allemagne qui est à 3%, vous avez la Pologne à 2% et l'Angleterre à 1,5%. Le meilleur reste à venir, on vous le souhaite évidemment pour Nexans et son directeur général Christophe Guérin qui est avec nous, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci David Jacob.